Après le lancement de l'opération Serval au Mali, la France est toujours en lutte contre les islamistes du Nord Mali. Le début du conflit a été marqué par des événements extérieurs, mais liés apparemment à l'attaque française. L'assassinat de l'otage Denis Alex, agent de la DGSE, par des islamistes somaliens, Chebab, depuis juillet 2009, et la prise d'otage du site gazier, donc d'In Amenas, en Algérie. À ces actes terroristes s'ajoute la menace des islamistes maliens qui ont affirmé que la France avait ouvert pour tous les Français les portes de l'enfer. Notre invité de ce matin va essayer de nous éclairer, qui s'est rassuré, ça c'est moins sûr, sur ces questions et sur l'ampleur du risque donc terroriste en France, puisqu'il s'agit de vous, Marc Trévidic, juge anti-terroriste en charge aujourd'hui de plusieurs affaires ô combien délicates comme celle de l'affaire Karachi, mais alors pas du volant financier, mais du volant terroriste, voilà, puisqu'il n'y a pas de terrorisme financier, il n'y a que le terrorisme islamiste, bien sûr. À la base, c'est quand même une bombe qui explose, il faut savoir pourquoi. Alors, en votre compagnie, nous essaierons donc de comprendre aussi quelles sont les mutations du terrorisme que vous relevez et qui, au fond, ce terrorisme a beaucoup changé depuis la mort d'Oussama Ben Laden. Et d'abord, une première question sur le style de ce livre qui est étrange. Quand on commence ce livre, on s'attend à avoir une sorte de dossier de juge d'instruction en 5 parties serrées, petit A, petit B, petit C. Bon. Et puis, on se rend compte qu'on est en train de lire très vite, tout d'un coup, des sortes de récits, de nouvelles, voire des journaux intimes de terroristes même, ou de gens qui se convertissent à la forme terroriste. Qu'est-ce qui vous a donc pris de vous mettre dans la peau, moi, je ne sais pas, d'un salafiste afghan ? Je voulais déjà me mettre dans la peau du lecteur, c'est-à-dire ne pas trop l'ennuyer. Étant donné que, pour moi, c'est un sujet passionnant, le terrorisme. Avoir un sujet passionnant et le traiter avec un style pas passionnant et ennuyeux, ça sert à rien. Donc, je voulais que ça soit attractif, évidemment. L'idée, donc, d'approfondir 7 thèmes du terrorisme comme un essai, mais les illustrer par 7 nouvelles, m'a paru de nature à faire comprendre de 2 façons différentes, avec le style habituel d'un essai, on explique. Et puis faire ressentir les choses dans les nouvelles, ça a cette puissance, les nouvelles assez extraordinaires, de pouvoir faire ressentir plus que d'expliquer. Alors constamment basé, cela dit, sur des choses vraies qui doivent être quelque part dans chacun de vos dossiers d'instruction. C'est 10 histoires vraies que j'ai eues devant moi dans mon cabinet me permettent d'en faire une qui est aussi vraie, c'est une fausse histoire vraie, qui est aussi vraie que les 10 autres. Comme effectivement une mère qui voit son fils se convertir et tourner au salafisme puis au terrorisme et qui n'arrive pas à l'en empêcher. C'est des choses malheureusement qui ont lieu très très souvent. Et à tel point que les parents nous appellent au secours. Nous donnent des nouvelles, ou voir eux-mêmes la police en disant « faites quelque chose pour moi, mon fils tourne mal ou ma fille tourne mal ». Alors, il y a quelque chose de très, très étrange aussi dans votre livre, c'est qu'il y a eu un bon vieux temps du terrorisme, si j'ose dire, et de la lutte antiterroriste. Vous écrivez, au fond, on savait tout, on inspectait tout, on savait qui allait voir qui, on savait quels étaient les plans des uns et des autres. Eux-mêmes, d'ailleurs, savaient qu'on savait, plus ou moins. Et ils savaient, je ne sais plus, à un certain moment, que d'agir pour cueillir le terroriste avant l'attentat, comme on cueille un fruit mûr. Le bon vieux temps. Oui, enfin bon, j'ai commencé en 2000. Peut-être que ça expliquera un peu ce que j'entends par bon vieux temps à faire de l'antiterrorisme. C'est sûr que quand on les voyait tous partir à Londres, Londonistan, à Finsbury Park ou à Baker Street, aller voir Abu Hamza avec son crochet, les Abu Qatada, qui prenaient le djihad, mais surtout qui donnaient un petit numéro de téléphone à appeler à Peshawar. Que vous aviez instantanément, tout était sonorisé, dites-vous, sur écoute. Oui, de toute façon, ils passaient là, tout le monde savait qu'ils passaient là. Ils arrivaient à Peshawar, il y avait une maison pour les Algériens, une maison pour les Tunisiens, une maison pour les Marocains, c'est même pas la peine de les... C'était open. Et après, on les envoyait dans des camps qui étaient aussi à ciel ouvert. La question principale, c'est pourquoi on a laissé s'installer ces camps à ciel ouvert, ces centrales terroristes, sans jamais rien faire, alors qu'entre-temps, ils nous ont balancé des attentats monstrueux sur les ambassades américaines en 98, Kenya, Tanzanie, 200 morts, pas de réaction. Oh, donnez-nous Ben Laden, les talibans, non, sans façon. Et si vous voulez, c'est cette espèce de folie totale qui laisse installer un État taliban allié à Al-Qaïda et qui nous a amené le World Trade Center en bout de course. Donc les choses étaient claires. Il y avait un ennemi déclaré, puissant, ça c'est sûr, qui pouvait faire très mal. Mais il y avait un côté vraiment guerre, avec un côté agent secret aussi, ce côté-là, effectivement, très intéressant pour un juge, parce qu'on avait des vrais terroristes en face.
C'est plus le cas. Ouais. Alors que s'est-il passé en Algérie là, les 4 jours derniers le bilan des morts du côté des otages n'est pas encore tout à fait fixé. On parle maintenant, on s'achemine vers une cinquantaine d'otages exécutés ou morts dans la prise d'assaut. L'affaire n'est pas encore totalement tirée au clair selon les informations que veut bien donner l'État algérien. Que s'est-il passé? On dit au fond, grande première, les terroristes s'attaquent à une ressource énergétique importante alors que jusqu'à présent ils préféraient les éviter pour rassurer éventuellement les éventuels adversaires. Là, ça n'est plus le cas. Il n'y a pas d'autre façon que d'intervenir comme l'Algérie l'a fait. Quels sont vos commentaires sur... Mon premier commentaire, c'est pourquoi Mokhtar a fait cette opération. Il faut reprendre à la base. C'est vrai que depuis quelques années, on avait l'impression quand même d'un petit cessez-le-feu entre l'Algérie et l'AQMI, même s'il y a eu des petits attentats, hein, c'est pas le problème, rien à voir avec ce qui s'est passé avant. On vous a chassé d'Algérie, faites votre business à la frontière, au sud, et nous embêtez plus. C'était quand même un peu ce qui se passait entre Belmokhtar, Abou Zaïd et puis les Algériens. Une sorte de paix armée. Voilà, en tout cas, une trêve plus ou moins froide ou chaude, je sais pas. Mais là, je crois que Belmokhtar, avant tout, c'est mon analyse, a voulu reprendre en main ce qui est en train de se passer, montrer qu'il était le chef. D'abord, il s'est coupé de l'AQMI de Togdal, donc il a une autonomie maintenant qui est d'autant plus évidente que Al-Qaïda existant pratiquement plus. Voilà. Les gens comportaient allégeance à Al-Qaïda, en tout cas à Ben Laden. Le Al-Qaïda de Ben Laden n'existe plus. Déjà, Ben Laden n'existe plus. Il faudrait peut-être déjà qu'ils portent allégeance à El-Zawahiri, qui est le successeur, parce que le serment d'allégeance, la baya en islam, elle est personnelle. C'est pas quelque chose qu'on fait à un groupe. Et à partir de ce moment-là, le Drogdal, il a plus de légitimité, il représente plus Al-Qaïda. Les Abou Zaïd, les Belmokhtar et Al-Aman aussi, ont retrouvé une liberté claire. Ça, c'est le premier point. Mais aussi autre chose, c'est que ça ne leur va pas du tout, le djihad à la malienne actuelle. Parce que la notion de territoire, de blacks qui font le djihad pour prendre le Mali, c'est pas le djihad international traditionnel AQMI qui ne se limite pas au Mali, qui ne se limite pas au Niger, au Nigeria, ni même au Sénégal, qui veut aussi l'Algérie. Il y a un problème international d'un côté, une conception internationale du djihad où il faut mettre le maximum de pays occidentaux dans la boucle. Il faut avoir le maximum d'ennemis croisés. Quitte à avoir des grosses pertes, mais pour montrer au peuple musulman salafiste, regardez comme on est courageux, comme face aux soviétiques, on n'a peur de rien. Vous pouvez y aller, on gagnera, parce qu'on a Dieu de notre côté. Ça, c'est la vision internationale du djihad, qui est très forte et qui pousse les gens à les rejoindre. Ça a marché comme ça pas mal de temps. Et la version plus nationale du Mali, avec des groupes locaux, des populations locales, je pense qu'effectivement, c'est une alliance qui ne pouvait pas trop durer. Il y a une volonté de Belmokhtar de reprendre le dessus, franchement, avec cette action d'éclat. Nous, Al-Qaïda, annonçons une opération bénie, c'est sur un site mauritanien qui commente donc cette prise d'otage. Quoi qu'il arrive, c'est une réussite pour les terroristes en question. Oui, parce que les jeunes salafistes qui voient ça, ils se disent « Ah, qu'est-ce qu'ils sont courageux, ces moudjahidines !» Ils risquent leur peau, ils ont peur de personne, ils peuvent affronter n'importe qui. C'est ça qui fait que c'est ce groupe-là qui est le vrai groupe, qui fait le vrai djihad, qu'il faut que j'aille rejoindre. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais si vous gommez l'aspect peur de la mort, pas peur de la mort, si vous voyez simplement l'attirance, il faut comprendre l'image d'Épinal, comment ça s'est formé dans la tête au fil des années. C'était le Moudjahid face aux soviétiques, qui était capable, avec sa Kalash, de combattre l'armée la plus puissante du monde. Et qu'à l'époque, l'administration américaine appelait les combattants de la liberté. Oui, tout à fait. Très positif. Exactement. Voilà. Il fallait battre les soviétiques. Donc, effectivement, Ronald Reagan, en 84, accueille 4 chefs importants tribaux là-bas, leur donne de Mrs. Stingers, tout ce qu'ils veulent, en fait. Hein. C'est une espèce de... Voilà. Et puis, c'est vrai que ça a marché, ça a quand même bien embêté l'armée rouge, mais enfin... le reste derrière a suivi aussi dans un sens pas forcément extraordinaire. Mais voilà, je crois vraiment que eux, ce qu'ils voient, c'est qu'est-ce qui va attirer, qu'est-ce qui va montrer qu'ils sont le djihad, que ce sont eux qui sont le groupe important qui combat et qui fait le djihad véritable, par rapport à des gens qui ont des vues trop nationalistes pour eux du djihad. Oui, c'est donc un djihad avec une vision véritablement hégémonique. Hein. Il faut convertir international, il faut convertir le monde
à l'islam. Tout à fait. Et bon, et ils savent aussi que la population malienne, malgré tous les efforts que font Ansardine et Moudjao, les Maliens, ils aiment bien leur mausolée avec leur saint, leur rite malikite. C'est ça à 90%. Et on n'en fera jamais des salafistes. Hein, j'y crois pas. Hein. Alors, est-ce que selon vous, c'est une nouvelle phase, justement, d'un terrorisme international, et la naissance d'un nouveau terrorisme à laquelle on a assisté ces 4 jours derniers? On n'a pas assisté à la naissance d'un nouveau terrorisme, on a assisté à une nouvelle terre de djihad. Le djihad de 2013, 2014, 2015, 2016, jusqu'à au moins 2020, ça va être dans la région. On a eu des djihads en Afghanistan, en Tchétchénie, en Bosnie, en Somalie, au Yémen, en Irak. Bon, je les mets dans le désordre, là. Je ne voudrais pas... voilà, bon, peu importe. Mais il y a toujours un djihad qui c'est un autre. Ils en ont besoin, de toute façon. Alors, il suffit qu'on s'en aille d'Afghanistan et les Américains. Ça va être beaucoup moins attractif. Il y aura pas de... Voilà. Donc, il fallait bien que ça soit ailleurs. De toute façon, c'est inévitable. La façon de résoudre cette prise d'otage par ce que l'on sait aujourd'hui donc de l'armée algérienne, vous paraît-elle la seule et l'unique possible? C'est-à-dire que, comme vous dites à plusieurs reprises, vous, dans votre livre, que quoi qu'il arrive, en plus, on ne discute pas, on ne peut pas discuter avec ces djihadistes-là, que c'est peine perdue, enfin, qu'il y a une forme de, voilà, d'obturation de l'esprit, bon, et qu'on ne peut pas. On sait donc, et on assume, quoi, que, pour une raison d'État, une raison supérieure, on sacrifiera forcément des otages? Moi, d'abord, il faudra avoir le détail de cette opération. Ouais, mais on est loin du compte. Hein. Il me semble bien que Belmokhtar avait plutôt l'idée de faire prendre les otages et de partir. Il semble que la première attaque algérienne a été au moment où un conviard partait avec des otages. Bon, ce qui en dit long sur l'idée générale. Vous allez m'en choper 40, vous me les ramenez. Et moi, maintenant, j'aurai 40 otages. Il n'y en aura pas 7 qu'a plutôt Abou Zaïd que moi, parce qu'il y a aussi le marché qui a les otages, peut avoir éventuellement la rançon, mais en tout cas discute. Je fais une coup d'éclat. Je pense pas, franchement, au départ, qu'il avait pour projet de faire massacrer, avec le recul maintenant, comme tout le monde, hein, faire massacrer ses troupes en restant sur le site. Donc il s'est passé quelque chose, et c'est vrai qu'il serait parti dans le désert avec une palanquée d'otages à aller dans ses côtés libyens, dans des endroits plus protégés, etc. Bon courage là aussi. Donc moi je vais pas donner de leçons. Ce qui est sûr que les Algériens ont toujours eu ce message qui est de « je suis désolé mais la vue des otages ne nous intéresse pas ». Oui, pas de quartier. Sous-entendu, pas de quartier. Sous-entendu, ça sert à rien d'en faire. Alors, on peut vouloir ce qu'on veut. Moi, j'ai vu aussi l'excès inverse, 2003-2004, 5 millions d'euros par pipe d'otages qu'on donnait à l'AQMI. Je parle de certains pays autour de la France dont on vient de parler, qu'on fêtait un 50e anniversaire, etc. Super. Mais en donnant des millions et des millions d'euros à un groupe terroriste qui va être le roi du pétrole, c'est le cas de le dire, sur place, vis-à-vis des petits tribus Touareg, qu'on se demande pourquoi il y a eu une alliance entre le MNLA pendant un moment, Mouvement National de l'Azawad et AQMI, c'est de l'argent, hein, point, parce qu'ils n'ont rien à voir entre eux. Est-ce que du coup, cette situation-là renforce ou pas la menace terroriste sur le sol français? Manuel Valls, mardi dernier, a appelé à la prudence, à la vigilance. On est sur un niveau Vigipirate toujours rouge renforcé, pas encore rouge écarlate. Enfin, est-ce que vous avez des informations qui laissent penser qu'il va y avoir du mauvais temps à venir? Il y aura du mauvais temps à venir, mais comme je dis, je ne pense pas de mauvais temps à court terme. Je vois plutôt à moyen terme un danger. Alors, si ce n'est que ça s'organise un peu, quoi. Si ce n'est le terroriste individuel, enfin, qui n'est pas si individuel que ça. Non. On peut avoir des gens qui d'emblée, à 2-3 ou voire tout seul, et voilà, de façon épidermique, va faire quelque chose de l'ordre du kamikaze. Mais la question Mera, quoi. Est-ce que oui, là, c'était pas du jour au lendemain, c'était beaucoup plus construit que ça. Mais ouais, c'est justement pas le bon exemple. Quand je parle de quelqu'un spontanément qui a envie de faire un attentat kamikaze, bon, ça peut arriver. Non, mais pour que ça soit structuré, pensé, que des contacts puissent se renouer entre les gens au Mali et des gens en France, il faut un peu de temps. Donc c'est plutôt à moyen terme qu'on a intérêt à faire attention quand le soufflet sera un peu tombé, mais qu'on sera toujours, évidemment, l'ennemi désigné de ce nouveau djihad au Mali. 8h16. Bonjour Brice Couturier. Vous n'avez pas résisté à l'idée que vous vouliez faire un bonhomme de neige ce matin, c'est ça? Et oui, mon igloo est coupé du monde, oui. Non, mais coincé dans la neige, effectivement. Donc on vous écoute, votre chronique par téléphone, Brice. On le découvre à vous lire, Marc Trévidic. Nos djihadistes posent à la justice bien des problèmes.
Depuis les attentats du 11 septembre, plusieurs auteurs libéraux nous ont mis en garde nos démocraties. Au nom de la lutte contre le terrorisme, ne risquons-nous pas de renier certaines de nos propres principes et de mettre en cause certaines de nos libertés fondamentales? Et en effet, prenons la question du djihad. Certains musulmans nous assurent que ce mot a un sens spirituel. Ainsi, le djihad du cœur est la lutte, je cite, de l'individu contre ses désirs, ses passions, ses idées fausses et ses compréhensions erronées. Mais nul n'ignore qu'en tant que slogan, entre les mains de groupes violents qui confondent religion et violence politique, il s'agit bien du djihad de l'épée, lequel est invoqué pour contraindre les musulmans à s'aligner et combattre les mécréants qui refusent de se soumettre à l'islam. De même, faire sa hijra, parce qu'on ne supporte plus de vivre en Occident, que l'on considère comme un territoire de guerre, dans la mesure où, je cite, les gouvernements n'y appliquent pas les lois et ne gèrent pas les affaires des justiciables selon les dispositions de l'islam, fin de citation, ne signifie pas nécessairement revendiquer le djihad, ni partir pour un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Mais choisir sous prétexte de pratiquer idéalement sa religion le Pakistan, non loin de la frontière afghane, rend suspect celui qui décide finalement de rentrer en France, car il a de fortes chances d'être un agent dormant formé à la pratique de la taqiyya, cet art islamiste de la dissimulation. De même, ceux qui, dans les années récentes, sont partis en Irak combattre les Américains, ou encore ceux qui ont combattu dans les milices islamistes de Bosnie. Aujourd'hui, écrivez-vous, même sans guerre en Irak, tout Français ou résident français qui veut partir faire le djihad est un terroriste. C'est toute l'ambiguïté. Bien souvent, les personnes qui veulent partir faire le djihad ne sont pas encore des terroristes, mais risquent fort de le devenir si on les laisse faire. Ils sont en quelque sorte des terroristes en puissance. Fin de citation. Mais depuis quand, monsieur le juge, depuis quand la loi punit-elle des criminels qui ne sont pas passés à l'acte? Eh bien, depuis la loi Sarkozy de 2006, dont les dispositions essentielles ont été prorogées par une loi du 21 décembre dernier, 2012 donc, présentée par le ministre de l'Intérieur Manuel Valls. L'article 2 autorise l'État français, je cite la loi, à poursuivre plus efficacement les personnes ayant participé à des camps d'entraînement terroristes à l'étranger, alors même qu'elles n'auront pas commis d'actes répréhensibles sur le territoire français. Fin de citation de la loi. La même loi de 2006 avait créé un délit de provocation au terrorisme qui permet de retirer de la circulation ces émirs qui recrutent des jeunes pour ces mêmes camps d'entraînement en leur bourrant la cervelle d'idéologie religieuse. Emmanuel Valls a justifié devant l'Assemblée nationale la, je cite, détection des parcours individuels ou collectifs de radicalisation et de basculement vers la violence terroriste, au nom de laquelle l'État se réserve le droit d'espionner les communications des gamins désœuvrés qui rivalisent de violences verbales sur les sites islamistes. Alors bien sûr, il faut défendre notre population contre les Mohamed Merah qui nous font la guerre, non nos enfants et nos soldats. Mais la radicalisation idéologique et même le passage par un camp d'entraînement ne débouche pas inéluctablement sur le passage à l'acte. N'y a-t-il pas un risque de basculer vers le délit d'opinion, de sanctionner des intentions? Depuis quand emprisonne-t-on les gens qui rêvent de tuer l'amant de leur femme ou leur chef de bureau sous prétexte qu'ils viennent justement de s'inscrire à un club de tir? La chronique de Brice Couturier à télécharger sur franceculture.fr. Oui, en effet, Brice, on se souvient notamment de l'émoi de Mireille Delmas-Marty à l'époque au Conseil constitutionnel, s'inquiétant des fameux principes de dangerosité inscrits dans la Constitution. Réponse, commentaire, Marc Trévidic. D'abord, bravo pour cette rubrique. C'est le point essentiel. J'écris dans mon livre que Bush avait inventé les frappes militaires préventives et qu'on a inventé les frappes judiciaires préventives. Donc, on peut pas dire que je sois pas sur la même ligne. Le problème, c'est qu'effectivement, à cause de lois qui sont très larges, ce sont les juges qui sont en première ligne pour les appliquer avec modération. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on donne un texte très large qu'il faut faire n'importe quoi avec. Et ça, c'est la responsabilité des juges. Et croyez-moi, en tout cas en ce qui me concerne, au quotidien, dans les dossiers qu'on me présente, les personnes qu'on me défère, je fais le tri, j'essaye entre ceux pour lesquels j'estime qu'il n'y a pas assez d'éléments et ceux pour lesquels j'estime qu'au contraire, ils voulaient préparer des actions terroristes. Mais avec donc un déchet entre guillemets. Beaucoup de gens qui sont mis en liberté. Il n'y a plus du tout le même phénomène. Avant, on déférait des terroristes devant les juges d'instruction, ils allaient en prison. Aujourd'hui, une fois sur deux, le juge d'instruction le met dehors avec un contrôle judiciaire.
voire, ce que j'ai fait une fois, le met comme témoin assisté, s'il n'y a même pas assez d'éléments pour le mettre en examen. Donc on a effectivement beaucoup de dossiers très différents, d'inégale valeur, et c'est aux juges de faire leur boulot, et surtout pas croire que parce qu'il y a une pression sécuritaire derrière, il faut se laisser aller à mettre tout le monde, à embastiller tout le monde. Voilà, c'est notre boulot de juge, et on retrouve une légitimité vraiment de juge si on fait ce boulot-là. Mais qu'est-ce qui fait la différence, Marc Trévidic, justement, entre quelqu'un dont vous allez vous dire il ne faut pas le laisser ressortir libre et celui dont vous vous dites c'est pas formidable, mais je peux pas ne pas le laisser sortir. Mais les éléments objectifs du dossier... C'est quoi les éléments objectifs? Parfois, ça tient à 3-4 conversations où on voit bien que après s'être entraîné, l'entraînement qu'il projette de faire au Waziristan, il y a quelque chose d'autre derrière qu'il envisage de faire en France, ou qu'il y a une vision juste, je vais là-bas pour m'entraîner, je vais pas là faire le djihad, tiens, je vais aller au Waziristan 3 semaines. Bon, pourquoi quelqu'un va s'entraîner 3 semaines militairement au Waziristan s'il y reste pas et qui veut revenir? Si vous allez apprendre l'art de la guerre et que vous revenez chez vous, c'est peut-être que vous voulez en faire quelque chose. Si vous apprenez la boulangerie, c'est peut-être pour faire du pain. Et donc, si vous voulez, c'est ce genre de choses qui sont des éléments comme assez logiques en matière de détection. Brice Couturier? Oui, vous dites quelque chose de très intéressant dans votre livre. Vous dites, on avait une autre possibilité juridique. On aurait pu utiliser les infractions pour intelligence avec une puissance étrangère, mais c'est devenu politiquement incorrect et du coup, nous ne le faisons pas. Aujourd'hui, vous dites, l'on peut s'engager aux côtés d'un groupe militaire agissant sur le terrain contre l'armée française sans que ce comportement soit spécifiquement poursuivi. Aujourd'hui, par exemple, il va y avoir évidemment des jeunes islamistes au cerveau un peu galvanisé qui vont vouloir venger les soi-disant morts qu'on va faire du côté des djihadistes islamistes au Mali. Pourquoi ne pas utiliser tout simplement effectivement cette infraction qui existe dans notre code, puisque nous sommes en guerre contre des gens là-bas au Mali, ceux qui les soutiennent ici par des actions terroristes ou autres, pourraient tomber sous le coup de cette inculpation-là. Marc Trévidic. Ce n'est pas une infraction terroriste, c'est une infraction de droit commun dans le code pénal. Ce qui fait qu'on n'a pas de compétence nationale sur cette infraction-là. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas. D'autre part, ces infractions où les peines, c'est la perpétuité. Ça veut dire cour d'assises. Si un Français va prendre les armes contre l'armée française, par exemple au Waziristan ou au Mali, théoriquement, il risque la perpétuité si on lit le code pénal. Sauf que c'est pas dans les lois antiterro, c'est pas une infraction antiterro, et surtout c'est la cour d'assises, donc c'est très lourd et c'est beaucoup trop lourd pour notre fonctionnement quotidien. Stéphane Rosès. Oui, dans les médias, depuis un certain nombre de temps, il y a, y compris dans les termes utilisés, des confusions qui existent dans l'opinion, des confusions de représentation. L'étranger, l'immigré, le musulman, l'islamiste, le terroriste. Et là où votre expérience et votre livre est intéressant, c'est que au-delà du débat technique, du magistrat que vous êtes, avec les implications plus générales, le débat que vous venez d'avoir avec Marc Boinchet et Brice Couturier, il y a finalement, au fil du temps, une expérience qui est la vôtre sur des cas singuliers. Alors, les médias ont tendance à beaucoup insister sur cet aspect singulier, alors qu'on pourrait d'ailleurs avoir une analyse plus générale, géostratégique, sur les... Mais cette expérience singulière, d'ailleurs, comme une de vos consoeurs, Isabelle Rome, qui s'est occupée d'Isabelle Kelkal, qui vient de sortir un livre, finalement, à l'expérience, dans ces parcours singuliers que vous avez suivis, qu'est-ce qui opère, au-delà de la question des preuves, qu'est-ce qui opère la question du basculement entre les phénomènes d'acculturation, les phénomènes sociaux, de représentation, de mal-être, de besoin d'expliquer? Finalement, est-ce que vous arrivez à dégager une sorte de début d'explication sur qu'est-ce qui opère le basculement entre des personnes qui éprouvent le besoin de se construire identitairement au travers d'une religion et le basculement dans l'islamisme, qui est une nouvelle chose, puis le terrorisme? Alors, Marc Trévidic. Évidemment, c'est la question essentielle, et j'y pense depuis le début que j'ai fait de l'antiterrorisme, sauf que il y a plusieurs typologies. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé dans l'antiterrorisme début 2000, on parlait encore beaucoup du GIA, et puis surtout on réglait les vieux dossiers, Saint-Michel, Orsay, Maison-Blanche. Bon, là, on voyait très bien
communauté salafiste algérienne, mais liée à ce qui se passait en Algérie, voulant aider les Algériens, parce que la France aidait le gouvernement algérien. Bon, il y avait une logique, on voyait très bien, c'était très géostratégique, et c'est très une réponse à la France, en fait. Et maintenant, c'est complètement différent. Si on se situe aujourd'hui, la première question est de savoir pourquoi des jeunes musulmans d'origine ou des Français convertis, justement, se convertissent et deviennent musulmans. C'est la première chose. Là, c'est assez facile à détecter. Ce sont d'abord des gens qui veulent maintenant une vie encadrée, qui ont fait parfois des actes de délinquance, qui sont un peu paumés, ils n'ont pas vraiment de sens à leur vie. La société, apparemment, leur apporte rien, parce que faut pas croire que la société capitaliste apporte quoi que ce soit en termes d'idéal à un jeune. Ça, c'est une absurdité totale. Donc, les 5 prières, le ramadan, se regrouper avec des gens qui sont pareils, aller sur Internet pour savoir comment je dois me comporter dans telle phase de ma vie, comment rencontrer une jeune femme, comment l'épouser, après comment élever les enfants. Toute leur vie est réglée et ils en ont besoin, c'est une rigueur qu'ils ne retrouvent plus ailleurs. Ça, c'est la première étape. Mais le problème, c'est qu'ils vont vers un islam immédiatement intégriste et salafiste, car c'est tout ce qu'on leur propose, sur Internet notamment. Et il n'y a pas d'autre chose. Donc ils vont d'une connaissance nulle à un islam tout de suite très rigoriste. Parce que c'est ces sites-là qui ont du succès, ce sont ces gens-là qui font de la retape, ce sont ces gens-là qui font de la propagande. Donc, comme ils n'ont pas de fond culturel suffisant de cette religion-là, ils tournent directement vers la version la plus hard. Vous êtes en train de nous dire là que c'est le besoin d'encadrement qui donne sens à sa vie, qui construit un imaginaire qui dit là où on est par rapport aux autres, comme ce sont les islamistes qui ont le monopole de cet encadrement de vie personnelle, finalement, le basculement se fait assez facilement pour cela et assez naturellement. Et vous dites attention, hein, pas de mythologie du loup solitaire. Ça n'est pas la question. Il y a un encadrement. Tout à fait, mais la propagande sur Internet est très très bien construite. L'idée, c'est on a des jeunes en face de nous qui sont mal vivre et qui n'ont pas de sens à leur vie, et on va leur donner un idéal. Un idéal, parce que ces jeunes-là, c'est une recherche de pureté. Ce que je ne comprends pas au départ, c'est que le retour à la loi, au salaf, à la loi des anciens, c'est d'abord le refus de la corruption, un besoin de pureté. Je voudrais vous faire entendre un témoignage. Un livre vient de paraître en même temps que le vôtre, Marc Trévidic. C'est celui d'Abdelassiem El-Difraoui, Al-Qaïda par l'image, la prophétie du martyr. C'est publié au PUF, collection Proche-Orient. C'est un politologue germano-égyptien, Abdelassiem El-Difraoui, et il raconte justement pourquoi Al-Qaïda et comment la réussite d'Al-Qaïda, malgré tout, est due notamment à la construction d'un vrai récit médiatique. Il est au micro de Christophe Paillet. On pourra même dire qu'Al-Qaïda aurait cessé d'exister s'ils n'étaient pas capables de mettre une stratégie de communication en place qui est relativement perfectionnée, qui donne une cohésion à des groupes en fait très disparates, à savoir Al-Qaïda au Maghreb islamique, très peu à voir avec ce qu'on appelle Al-Qaïda centrale, donc l'Al-Qaïda historique qui se trouve en Afghanistan ou au Pakistan. Donc sans les médias, sans l'exploitation des vidéos, on sera peut-être plus confronté au djihadisme à cette échelle-là. L'image, en effet, est très très maîtrisée, c'est-à-dire quand les djihadistes algériens qui étaient pas membres d'Al-Qaïda ont négocié leur adhésion, le commandement central d'Al-Qaïda, donc à l'époque Ben Laden et Ayman al-Zawahiri, ont exigé des djihadistes algériens une adhérence à une charte de communication. Déjà, il y a des codes visuels qui étaient très bien établis et Al-Qaïda centrale a exigé de se conformer à certains standards, à savoir une certaine symbolique d'image avec déjà de vidéos relativement haut de gamme, avec le drapeau islamique, avec un certain code vestimentaire, avec l'obligation de faire des films de martyrs, de vraiment bien documenter leurs actions, etc., etc. Voilà, et du coup, pour justement Abdelassiem El-Difraoui, il était certain que les preneurs d'otages d'In Amenas, quelle que soit l'issue de l'opération, ils étaient sûrs, eux, d'être gagnants en termes de communication. Je pense à toute façon qu'Al-Qaïda a gagné avec cette opération, ou les djihadistes ont gagné avec cette opération, parce qu'ils ont montré au monde entier qu'ils possèdent encore une force de frappe, qu'ils sont encore présents. Donc cette
une opération, ils ont d'une certaine façon gagnant. Et même s'ils vont mourir, ils vont s'ériger en martyrs et comme ça prolonger le culte des martyrs de ces djihadistes et en particulier d'Al-Qaïda. Un des arguments djihadistes principaux, c'est de dire, à toute façon, on gagne toujours. Si on meurt, on va aller au paradis comme martyr. Et si on gagne militairement, on est fait gagner aussi. De toute façon, la logique de la terreur totale et la médiatisation de la terreur totale fait partie intégrante de la stratégie médiatique. Voilà, Abdelaziz El Ifraoui au micro de Christophe Payet. Al-Qaïda par l'image aux presses universitaires de France. Marc Trévidic. Oui, ça c'est clair que le djihad médiatique a sauvé Al-Qaïda qui a disparu quasiment parce que son idéologie a pu se propager. Mais quand je dis il n'y a pas de loup solitaire ou d'auto-radicalisation, c'est qu'on n'imagine pas à quel point c'est structuré. Quand vous imaginez... Vous parlez de brigade médiatique. Oui, mais pour vous dire l'échelle, Al-Qaïda a créé à partir de 2002-2003, surtout pour la guerre en Irak, vraiment des centres médiatiques. Voilà. Ouais. Centres médiatiques, il y a eu le GIMF, Global Islamic Media Front, pour dire, son nom est tout un poème. Et puis il y a Al-Fajr, aujourd'hui, qui est un centre médiatique qui a des maisons de production, donc à différents producteurs qui proposent des vidéos, des documents traduits, etc. Et Al-Fajr accrédite des sites qui ont l'accréditation Al-Fajr, l'accréditation Al-Qaïda, comme le site Shumuk al-Islam, et qui donc, les jeunes peuvent aller sur ce site en étant sûrs que l'information est vérifiée. C'est-à-dire que s'il y a un communiqué d'un groupe terroriste, c'est vérifié. Al-Fajr l'a vérifié avant de le donner à Shumuk. Donc, vous avez des sites accrédités. Donc, il y a tout un... Et sur le terrain, effectivement, il y avait des brigades médiatiques, c'est-à-dire des correspondants de guerre, on va dire comme ça, puisque on leur donnait pas des calaches, mais des caméras. Vous me filmez dès qu'il y a des victimes musulmanes, ou dès qu'il y a un corps d'Américains, on mettra ça en scène. Vous nous trouvez de la production pour mettre sur les sites. Et ils ont fait ça pendant la guerre en Irak de façon exponentielle, de façon très construite, très intelligente, et ça a donné quoi en un an? Quand on faisait tomber la statue de Saddam Hussein, il y avait la population en liesse. Un an plus tard, tout le monde crachait sur les Américains. Allez chercher. C'est les mêmes sites aussi qui diffusent toutes les vidéos d'égorgement que vous faites mention dans votre livre. Mais pas toujours. Al-Fajr va décider si cette vidéo c'est à bon escient et au bon moment et vont refuser d'en diffuser, donc vont pas donner au site accrédité. Et parfois vont dire c'est le bon moment. C'est tout, c'est une maîtrise de l'image. Sylvain Kahn et Brice Conseil ensuite. Sylvain. Oui, Marc Trévidic, vous faisiez allusion dans la première partie de l'émission, avant 8h, au fait que des pays voisins de la France, si je vous ai bien entendu, n'hésitent pas à payer des rançons lorsque certains de leurs ressortissants sont otages. Comment vous expliquez cette disparité? Et puis au-delà, qu'en est-il de la coopération avec vos homologues européens? Ça, les homologues, moi, c'est la justice, les services de police. Pareil, ils subissent un peu parfois les politiques diverses et variées. Disons, pour pas pointer du doigt qui que ce soit, entre 2003, grosso modo, et finalement l'ordre donné de tirer sur les deux Français, le convoi qui emportait 2 Français du Niger, c'était plutôt des négociations pour payer. Alors, parfois, c'était pas l'État directement, rarement, puisque vous savez ce que c'est, l'État ne négocie pas avec les terroristes, donc on fait appel à d'autres personnes. Mais ça, c'est la grande histoire des prises d'otages. Mais voilà, grosso modo, on essayait de payer, de négocier pour payer en loose day. Voilà. La décision, à un moment donné, d'arrêter, c'est quand même quand Alain Juppé dit, voilà, le convoi là, qui part avec 2 Français, on arrête ça. Depuis, je pense que c'est terminé. Mais entre-temps, des sommes colossales ont arrosé l'AQMI. Colossales, je vous ai dit, c'était 5 millions d'euros par tête de pipe. En provenance donc des États européens, dont la France. Alors moi, je sais pas pour la France, je sais pour d'autres États. Je vous dis, je ne sais pas pour la France parce qu'en fait, Germano est mort. On a des otages qui sont toujours pris, etc. Donc, par contre, il y a eu 32 otages allemands libérés, vous voyez. Il y a eu des otages espagnols. Vous diriez que ça représente quelle somme, très approximativement évidemment, sur les ressources budgétaires, 5 millions par tête de pipe pour 2 otages, c'est pas mal. À grand minima, ils ont eu 150 millions d'euros, l'AQMI, grâce aux prises d'otages.
Et ça représente quelle part de leurs ressources globales? Il y a les trafics divers, et puis comme je suis pas leur expert comptable, je ne Il sais n'est pas pas sur le pôle financier. mais dans la région, vous imaginez bien que le petit Malien qui a du mal à trouver à manger, outre la belle petite veste et la belle Kalachnikov et le beau pick-up, si on peut le nourrir en plus, il n'y a pas besoin de lui donner grand-chose de plus. Hein. Donc il n'y a pas que la guerre en Libye qui explique l'armement actuel. Si, parce que c'est un armement très sophistiqué que même dans le marché d'armement de trafic, on trouve pas facilement. Donc le fait qu'il y ait eu ça tout d'un coup sur le marché, à bas prix parce qu'il y avait une profusion. Vous savez que c'est d'abord le mouvement national de libération de l'Azawad qui a ramené des armes de Libye. Et qui avait d'ailleurs été notamment qui avait été très bien formé à l'époque du temps du colonel Kadhafi. Brice Couturier au téléphone. Je vais reprendre le cas Mohamed Merah parce que vous l'éclairez de manière extrêmement intéressante dans votre livre. Mohamed Merah qui continue à aller en boîte de nuit, à boire de l'alcool pour en réalité cacher sa vraie vocation et avoue à son agent traitant à la veille de sa mort, l'arme au poing, qu'il l'a bien dupé. Alors là, vous parlez beaucoup de la taqiya. La taqiya, c'est donc un art de la dissimulation théorisé par l'islam même, l'islam des origines, enfin du Xe siècle. C'est quoi? C'est dissimuler son hostilité envers les non-musulmans jusqu'à ce qu'on soit assez fort pour les frapper. Or, cette taqiya, elle est enseignée dans les camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Le truc, c'est que rien dans le comportement du celui qui est passé par là ne doit trahir le changement de sa personnalité. Et j'imagine qu'en tant que juge d'instruction, ça doit compliquer sacrément votre métier, parce que comment savoir si vous avez affaire à un jeune qui fait semblant d'être intégré dans son milieu social et qui cache en réalité une volonté de meurtre bien cachée au fond de lui-même, ou si c'est effectivement un gars qui est passé par la tentation de la radicalisation et puis qui finalement on est sorti et continue à vivre sa vie normale, il continuera à vivre sa vie normalement sans frapper personne. Puisque vous aimez le récit, la nouvelle et la fiction, Marc Trévidic, on pourrait vous poser la question. Au fond, auriez-vous décelé quoi que ce soit de potentiellement dangereux, par exemple, chez Mohamed Merah? C'est parce que tout ce qu'on vient de dire est exact, que je n'ai jamais pointé du doigt la DCRI dans cette histoire Merah, et que je comprends que l'agent de la DCRI ait pu se faire avoir. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu du tout avec les gens qu'on me disait qu'on remet sous contrôle judiciaire, ils n'ont pas assez d'éléments. Qu'un de ces quatre, quelqu'un qui est sorti de mon bureau libre, avec un contrôle judiciaire face à un acte terroriste, évidemment j'irai faire quelque chose d'autre. On m'enverra faire la justice ailleurs et plus dans l'antiterrorisme parce qu'il n'y aura pas de pitié. Mais moi je dis simplement aujourd'hui que c'est facile, face justement à cet art de la dissimulation qui est enseigné de longue date, après de s'en prendre aux juges ou aux policiers. Et souvenez-vous, c'était pareil finalement dans l'affaire Laetitia, quand on accusait des comités de probation. Je trouvais ça assez facile. Oui, il est difficile quand même d'éviter le sujet parce qu'il commence à poindre dans les médias. On a parlé tout à l'heure, vous avez parlé financement, vous avez parlé médias, contexte international, attitudes différentes des pays européens. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'on peut y voir un tout petit peu clair dans ce que l'on entend dans les médias sur la question des États, de certains États qui sont pointés en ce moment, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et ce dont nous parlons en ce moment? La France avec le Qatar ou l'Arabie Saoudite, nous sommes très amis. Le Louvre au Qatar, le wahhabisme de l'autre. Le problème c'est que je peux pas non plus. Alors j'ai quelques phrases, y compris dans le livre, qui sont pas forcément très gentilles envers l'Arabie Saoudite. Le Qatar est pour moi un phénomène un peu plus nouveau. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, je le vois en prospective. Ça fait quand même depuis justement la guerre en Afghanistan qu'ils ont décidé, plutôt depuis la révolution de 79 en Iran, qu'ils ont mis les bouchées doubles pour que le wahhabisme s'impose dans l'islam, et surtout pas les chiites. C'est pour ça qu'ils ont créé plein d'écoles, des Obandi, qu'ils ont créé les talibans, puisque les talibans ça veut dire étudiants, et ils allaient étudier justement dans les écoles financées par l'Arabie Saoudite. Donc bien sûr que le wahhabisme est un intégrisme, et c'est vrai que par moments on se demande à quoi on joue, d'être si proche, d'être copain-copain, avec des gens qui propage une idéologie propice pour les déviants, entre guillemets, au passage à la violence. Hervé Gardette, dans le grain à moudre de la semaine dernière, a posé comme question à ses invités, mais trop tard pour qu'ils y répondent, donc je la lui emprunte, la question. Bonjour Hervé, et je vous la pose. Faudra-t-il un jour se résoudre à déclarer la guerre à l'Arabie Saoudite? En tout cas, ils sont bien armés par nous, donc attention.
Ils ont à peu près les mêmes armes que nous. Et comme en plus, apparemment, ils s'en servent jamais, ils en achètent tout le temps, on se demande ce qu'ils en font. Et ce sont des questions que l'on vous demande d'éviter, vous, au fond. Mais non, vous mais n'allez je pas peux vous pas. mêler de politique. Le problème de la guerre ne se déclare pas entre les peuples parce qu'ils ont une application de leur religion très rigoriste ou pas. C'est quand même parce qu'ils auraient une hostilité générale et déclarée envers nous. Ce sont des... Non, mais quand on sait qu'ils financent tout de même des groupes terroristes, là, ça devient un peu plus compliqué. Mais ça, il y a... C'est un peu... C'est d'ailleurs pour ça que nous ne sommes pas intervenus en Syrie, finalement, en disant, vous voyez, si on intervient en Syrie, ça va faire comme pour la Libye, on va libérer ensuite les forces salafistes et intégristes. Oui, et puis on part au Mali, quand même. Mais ce que les Français doivent comprendre, c'est que on est un espèce de pis-aller à la justice antiterroriste. On nous demande d'arrêter le petit groupe avec Momo, etc., mais pas de s'occuper des grands ténors du terrorisme, évidemment. Vous devez comprendre, monsieur le juge, ce type d'interrogation et de questionnement du point de vue, par exemple, de l'opinion et des Français. Finalement, notre pays qui a le plus de personnes d'origine différente, de religions différentes, c'est chez nous en Europe qui a le plus de musulmans, tient bien lorsqu'il y a des conflits extérieurs et des questions de terrorisme. Globalement, notre pays tient bien. Et en même temps, dans la relatation que vous faites sur des basculements vers le terrorisme, il y a une chaîne que vous expliquez très bien dans votre livre, et là, de passage. Or, dans cette chaîne de passage, sur la question du wahhabisme, il y a aussi la question des imams, il y a aussi la question des mosquées, il y a la question de la capacité de notre pays à faire un islam français, c'est-à-dire laïcisé, quand il y a une véritable bataille, qui est une bataille théologique, religieuse, sur la question de est-ce qu'il y a un islam de France, un islam français, ce sont évidemment des enjeux très importants, et c'est là où évidemment, là encore, revient la question des États dont nous venons de parler, quant à leur influence, par exemple, sur certaines mosquées, donc sur certains prêches, et donc dans cette chaîne, qui est une chaîne de basculement de quelques éléments minoritaires. Oui, Marc Trévidic. Moi, je rêverais de personnalités musulmanes charismatiques qui puissent dire, mais alors qu'il est musulman et avec le Coran en main, aux jeunes musulmans, il y a un islam plus tolérant qui est possible, il faut rejeter toute violence, et qui soit écouté et qui puisse passer au journal de 20h. Le problème, c'est qu'on n'a pas ça en France. Les seuls qui s'expriment, c'est les plus radicaux. Ou les seuls qui financent, ce sont les radicaux, et on n'a pas de il y en a quelques-uns peut-être, mais ils sont moins entendus. Il y en a quelques-uns, mais ils sont moins entendus. Il y a une ou deux. Ici, voilà, oui, mais il y a une ou deux personnalités, je suis d'accord, qui ressortent. Mais c'est vrai que par rapport à la masse de ce qui se passe, de gens charismatiques sur le net côté salafiste, je vais vous dire, ça fait pas. Et puis il y a l'idée souvent qui a par moments sur certains sujets un silence qui est un peu assourdissant de certains. Alors bien sûr, il n'y a pas de clergé, la question de la constitution même de l'islam rend plus compliqué la question de qui est légitime pour parler, mais enfin, souvent, hormis ces quelques voix dont on parle toujours, on peut avoir tendance à penser qu'on aimerait qu'il y ait des manifestations publiques plus claires et plus nettes de distinction. Marc Trévidic. Oui. Comment vivez-vous, sans être trop indiscret, mais tout de même, par exemple, vous êtes venu là avec deux gardes du corps qui observaient comment nous sommes, pendant le journal, aller éventuellement dans le bureau vous offrir un nouveau café. Comment vivez-vous avec tout de même l'État? À quel moment vous pensez qu'il vous faudra arrêter ce métier, parce qu'il y a forcément des choses que vous n'accepterez peut-être plus forcément dans le compromis qu'on doit faire, j'imagine, sur certains aspects de dossier dans ces affaires-là. Vous êtes lié notamment avec l'affaire Karachi à des faits dont on sait qu'ils impliquent l'État, des États, des questions de ce que votre homologue fera sur la question des commissions, des rétrocommissions, enfin qu'il y a du politique. Pour l'instant, moi, je n'ai jamais eu à faire, je n'ai jamais fait quelque chose qui soit contre mes convictions à l'antiterrorisme. Ça a été très compliqué par moments, mais je ne me suis pas retrouvé devant un mur total, c'est-à-dire, être obligé de me soumettre ou de me démettre. Mais la raison d'État, elle existe. Bien sûr, elle existe. On doit pouvoir vous dire un jour, écoutez, Marc Trévidic, sur telle mise en examen, vous passez l'éponge.
Ah oui, mais très clairement, moi, tout mon credo, c'est de dire, vous avez votre raison, je ne critique pas vos décisions, prenez celles que vous voulez, mais un juge, il y a le code de procédure pénale et le code pénal. Et jusqu'à présent, je n'en suis jamais départi. C'est-à-dire que chacun a sa place. On m'a évidemment tenu des langages de raison d'État beaucoup plus clairs. C'est « Ah, mais là, c'est embêtant si on fait une demande d'entraide dans tel dossier ou si vous poussez dans tel dossier. » Nos relations avec les services étrangers, vous voyez, bon, généralement, c'est la DCRI qui s'inquiète de ses relations avec des services étrangers si j'essaye de pousser dans tel ou tel dossier. Parce qu'eux, ils ont besoin d'informations, etc. Mais je leur dis, écoutez, un dossier qui n'aurait pas d'importance, mais ça, c'est un dossier majeur, ça suffit au bout d'un moment. Et puis, ça fait tellement d'années qu'on vous dit la même chose et que finalement, pour qu'il ne se passe rien, au bout d'un moment, vous dites, bon, ça suffit, j'ai compris, j'y vais. C'est une question, il ne s'agit pas de balayer ces problèmes-là. Il s'agit de voir à un moment donné que on vous parle de raison d'État, mais on ne vous explique pas vraiment pourquoi. Vous voyez Est-ce que sans tourner autour du pot, au fond, c'est de cela qu'est mort le juge Boulouk? Le juge Boulouk est mort d'une pression importante, d'une détresse. On lui a demandé de libérer White Gorgie, d'une dont détresse. Il était persuadé qu'il était à l'origine d'attentats, ou en tout cas très lié, et on lui a dit parce qu'il fallait échanger des otages. Oui, mais je pense aussi que Gilles Boulouk a vu une chose, c'est qu'il pouvait penser ce qu'il voulait lui, il avait l'objectivité du dossier, combien de temps il aurait pu le garder? Il faut aussi regarder ce problème-là. Au bout d'un moment, les juges ont intérêt à faire gaffe à ça. On peut avoir une conviction, mais il faut jamais oublier l'objectivité. Mes éléments objectifs, de toute façon, ok, je suis pas content parce qu'on me demande de le libérer. Mais de toute façon, j'ai quoi dans mon dossier? Si j'ai quasi rien, faut-il aller de front? Oui, enfin, cela dit, quand on n'a pas les cartes. Vous savez très bien que c'est pas tant cela qui a provoqué le suicide du juge Boulouk, qu'au fond, dès qu'il avait été manipulé par les hommes politiques de l'époque, on lui a fait faire des... Voilà, mais on est tout le temps manipulé. Il se fait finement, pas finement, ça par définition. Ça fait partie de... La matière le veut. Et on essaye de manipuler nous-mêmes pour essayer d'avancer le dossier. Non, je vous dis tout cela parce que lundi prochain, a priori, à moins que ce soit encore retardé, le 28 janvier, il y a deux actualités liées au terrorisme. On devrait apprendre la décision du tribunal de l'application des peines de libérer l'ancien activiste libanais Georges Ibrahim Abdallah, incarcéré depuis 28 ans pour complicité de l'assassinat de deux diplomates en 82. Et puis il y aura aussi l'ouverture préliminaire de Guantanamo. Georges Ibrahim Abdallah, libéré dans cette période. GIA pour les intimes. Ça fait longtemps qu'on en parle de libération. Qui serait accueilli en héros au Liban. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y en a plein de chefs terroristes au Liban qui sont considérés comme des héros. Moi, j'en connais quelques-uns qui ont des rapports avec des dossiers que j'instruis, vous voyez, et qui ont pignon sur rue, voire piscine sur cours. Mais c'est vraiment le moment de le libérer? Mais, si vous voulez, ça fait des années qu'on en parle. Chaque fois que son dossier arrive, il y a une intervention des Américains, que je comprends très bien, et parfois très véhémente d'ailleurs, en disant, voilà, au bout d'un moment, vu la peine qu'il a faite, c'est vrai qu'il y aura une certaine logique. La seule inquiétude avec GIA, c'est que je le sais, parce que j'ai eu à l'entendre dans un dossier, qu'il a exactement la même opinion qu'au début, qu'en rentrant en prison. De ce côté-là, il n'a pas changé la résultat. C'est le problème de la prison. Ce que vous dites est inquiétant, parce qu'au fond, Georges Ibrahim Abdallah, arrêté par, à l'époque, le juge Boulouk, avait dit au juge Boulouk, ce qui est le principe du terrorisme, que sa famille paierait un jour très cher cette arrestation-là. S'il ressort et que vous dites qu'il a gardé les mêmes idées, c'est pas très... Non, faut pas quand même pas exagérer ça. Les menaces, vous savez, il y a des gens qui professent des menaces, j'en ai connu, c'est des paroles, faut pas rêver non plus. Le temps a passé de ce point de vue-là. Bon, et on vit bien toujours avec deux gardes du corps au Basque. J'espère qu'il n'écoute pas. Non, mais de toute façon, ils sont écoutez, moi j'ai des gardes du corps qui sont vraiment très bien. Je suis content. De façon contradictoire, au début c'est très lourd, puis après, ça devient aussi des gens à qui on peut parler. Il y a un petit côté, alors qu'on est un peu seul, quand on est juge d'instruction, il y a cet avantage de discuter. Ce sont des policiers, donc il y a aussi cet avantage. Mais de toute façon, moi, j'aurai une date de péremption, je l'ai déjà dit. Je ne ferai pas toute ma carrière à l'antiterrorisme.